aujourd'hui, on va avoir une vidéo donc, sur la conjoncture, encore une fois, économique, et notamment immobilière. Ce document provient des notaires de France, ça change, hein, d'habitude je prends des documents de la FNAIM. Le but du jeu, c'est voilà, se diversifier, avoir un contenu toujours, on va dire, de qualité, et de comparer différentes sources. Donc aujourd'hui, c'est les notaires de France, comme d'habitude, numéro 60, juillet 2023. Je mettrai également les documents dans la description, surtout sur nos chaînes en question, le lien dans la description. Alors aujourd'hui, on va étudier, on va voir le neuf, on va voir l'ancien, où on en est aujourd'hui, pourquoi, comment, voilà, tout sera détaillé dans cette vidéo, et en particulier dans ce document. Premièrement, on va voir la variation des indices, hein, notamment des prix de notaire, donc l'INSEE. Donc ce qu'on peut constater aujourd'hui, donc tout ce qui est rouge, c'est négatif, hein, voilà, l'évolution est négative, tout ce qui est vert, c'est l'évolution positive. Ce qu'on peut constater, c'est sur les 3 derniers mois, que ce soit donc logement ancien, appartement ancien ou maison ancienne, sur les 3 derniers mois, on est quand même dans le négatif à peu près partout. Seule aujourd'hui la province résiste un peu avec par exemple 0,1% ou 0,6%, mais dans l'ensemble on va dire rester en négatif. Toutefois sur un an, on reste quand même positif, on va dire, hein, à part bien sûr l'Île-de-France. Je ferai une vidéo dédiée à l'Île-de-France par la suite, où on reste à peu près, je dis bien à peu près dans le positif, en tout cas pour l'instant, en date du juillet 2023. Alors, au niveau du marché, notamment au niveau des volumes de transactions, on a vu en février de 2023, on était grosso modo à 650 000 transactions, juste ici. Après, on est rentré vraiment dans un canal haussier pour atteindre environ 1 million de transactions en France. Suite à cela, évidemment, les taux d'intérêt sont apparus, on a eu l'inflation également, et hop, on est descendu pour atteindre environ 1 million, aujourd'hui à peu près 1 million, voire on est descendu légèrement à environ à 950 000 lorsqu'on a vu précédemment sur la vidéo la FNAIM. N'hésitez pas à cliquer en haut à droite, je vous mettrai le lien dans la description également, et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo afin de m'encourager. Merci encore. Alors, quelles sont les causes justement de ce repli? Donc, premièrement, le contexte inflationniste. On a eu également une hausse marquée rapide. On a surtout rapide, c'est assez rapide, ce qui est la hausse des taux d'intérêt. Et également la fin d'âge d'or, comme prononce justement les notaires de France. On a eu vraiment une euphorie, si je puis me permettre. Je pense que les professionnels aujourd'hui l'ont vu. On arrivait sur des montants, c'est-à-dire on vendait des maisons sur même plus la valeur, on va dire, du bien. Par exemple, c'est moi, dans mon cas, je sais que j'ai fait des estimations sur, par exemple, un rendement de location de courte durée. Et ça se vendait malgré que ce soit un rendement sur les locations, notamment de courte durée, donc les locations saisonnières. Et ça se vendait à n'importe quel prix. Les personnes, généralement, ne visitaient même pas le bien. On rentrait vraiment dans un effet FOMO. Alors, je sais plus ce que c'est dire trop en anglais, mais grosso modo, c'est que tout le monde, on va dire, a peur de louper cette hausse. Donc, tout le monde achète, jusqu'on arrive en haut et, entre guillemets, hop, on revient, on va corriger pour rentrer dans un marché qui est cohérent, cette fois-ci. Une augmentation de plus de 10%. Je vous renvoie la vidéo sur les stations balnéaires. Quasiment en plus d'un an, on a dépassé les 10%. Ce qui est trop important. Donc comme d'habitude, étape par étape, maintenant on va venir corriger ce mouvement qui était relativement important aussi. C'est également à peu près le même cas qu'on retrouve en bourse. Deuxièmement, les notaires notent par ailleurs aussi que le printemps est traditionnellement synonyme de pic d'activité dans l'année immobilière. Voilà, ça aussi, petite news, petit fact. C'est-à-dire généralement c'est soit aujourd'hui le printemps, soit on va voir début septembre. C'est-à-dire nouvelle vie, début d'année, les enfants à l'école, on va chercher, on va avoir un nouveau job, on va voir quelque chose, voilà, nouvelle activité. Généralement c'est vraiment période, moi je trouve, septembre, octobre et également printemps, qui sont, on va dire, les meilleurs moments pour un professionnel immobilier généralement. Donc d'après les avant-contrats, donc je fais une vidéo qu'est-ce que c'est les avant-contrats, parce que c'est un point qui est relativement important, il faudrait mettre l'accent sur celui-ci. Donc d'après les avant-contrats à la fin de juillet 2023, les prix des logements anciens en France métropolitaine entrent dans une phase de baisse. Voilà. Donc ceux qui disent non, le marché ne baisse pas, si, alors je vous le dis, la FNAIM mentionne également une phase de baisse, les notaires de France également. Voilà, à un moment donné, deux grands acteurs d'immobilier avec des chiffres relativement fiables qui mentionnent une phase de baisse, c'est qu'il y a une phase de baisse. Encore une fois, il n'y a pas un marché immobilier, il y a plusieurs marchés immobiliers. On va le voir par la suite lorsqu'on va passer sur les cartes, ok, étape par étape. Donc les dernières tendances, de manière générale, donc sur les 3 derniers mois, donc appartement ancien négatif, évolution sur un an négatif, maison également, tout est négatif. Encore une fois, c'est basé sur les avant-contrats. Donc bon, on va prendre entre pincettes. Donc comme je mentionnais, donc le volume de transactions en France à la fin mars 2023 et l'évolution annuelle. On peut voir tout simplement une chute, une chute, je vais pas vous mentir, une chute qui est assez importante. Certains professionnels se remettent en cause. On a certaines agences immobilières qui malheureusement ferment, surtout celles qui font que de la transaction. Voilà pourquoi c'est important également de se diversifier. On parle beaucoup lorsqu'on va investir pour son patrimoine de se diversifier, mais c'est pareil également dans une entreprise. Alors, le mieux c'est de se diversifier. Lorsqu'on va faire que de la transaction, lorsqu'on va avoir des taux d'intérêt qui montent,
lorsqu'on va rencontrer des difficultés de financement au niveau justement des acquéreurs, forcément ces agences vont être touchées davantage qu'une agence qui veut de la gestion, par exemple gestion locative ou de la copropriété. Allez, petite carte, donc au niveau du prix au mètre carré médian des appartements anciens, au niveau donc du T3. Donc ce que je vous ai fait, je ne vais pas tout détailler, chaque ville sinon il y a pour 3 heures. En tout cas, je vous ai juste entouré d'abord celle qui est super forme, c'est-à-dire la Guadeloupe avec 11,2%, on a également Bayonne avec 11,8%, on a également Toulon avec plus 10%, on a vu que c'était vraiment le sud-est qui résistait encore aujourd'hui. Par contre, on a quasiment quand même Mulhouse avec moins 3,3%. Encore une fois, c'est le prix au mètre carré médian des appartements anciens. Deuxième petite carte, on va voir également le prix de vente médian. Cette fois-ci, c'est des maisons anciennes au T3. Donc Nîmes, le plus gros chute avec moins 5,7%. A contrario, on va voir Le Havre et 3 quasiment grosso modo à plus de 10%. On l'a vu donc en province, les prix des logements anciens aujourd'hui résistent encore à fin juillet 2023 avec une évolution annuelle de plus 0,2%. Voilà, c'est pas bien haut, mais on résiste entre guillemets. En tout cas, en Ile-de-France, point important, voilà, en Ile-de-France, une dégradation qui est plus marquée, notamment il y a l'activité et à la baisse de la demande qui conduisent à de nouveaux ajustements sur les prix. On va voir par la suite, c'est vrai que l'Île-de-France baisse de manière assez importante. Je renvoie la vidéo sur la FNAIM, on voit graphiquement que c'est l'Île-de-France qui baisse davantage, contrairement aux différentes villes. Par ailleurs, le rythme annuel de baisse devrait justement s'accélérer. D'après encore une fois, c'est Nota de France. On serait à moins 4,8% pour les appartements et moins 3,2% pour les maisons en juillet. Petit récap, dans Paris, le prix au mètre carré ressort à 10 310 € au T1 2023. La baisse jusqu'à présent, limitée à 2%, passerait à 5% sur un an à partir de juillet 2023 pour un prix de grosso modo 10 000 € du mètre carré. Point important, ce que je voulais quand même vous mentionner, c'est ça, c'est ce paragraphe. Donc le marché, après avoir profité largement aux vendeurs, se retourne. Ah oui, jusqu'à présent, en fait, c'est vraiment le vendeur qui avait l'avantage. Il y avait beaucoup d'acquéreurs, tout le monde voulait acheter à des prix qui étaient relativement importants, peu de biens sur le marché. Donc évidemment, c'était les vendeurs qui dominaient le marché. Or, aujourd'hui, depuis la hausse des taux d'intérêt, c'est les acquéreurs qui dominent le marché, notamment ceux qui peuvent aujourd'hui investir sans condition suspensive. Acheter un bien, une RP, ce que vous voulez, sans condition suspensive en particulier. En revanche, il ne pourra se débloquer lorsque les vendeurs accepteront de baisser leur prix. Ce qui, au regard de la hausse des dernières années, n'a pas pour le moment de rien inhibitoire. Grosso modo, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des vendeurs qui ont acheté certains au plus haut. Malheureusement, c'est vrai qu'on parle très peu aujourd'hui de l'immobilier, comme quoi il y en a vraiment qui perdent de l'argent. On considère vachement comme une valeur refuge, et ce qui est vrai, mais malheureusement, comme tout, il y en a qui perdent également de l'argent en immobilier. Il n'y a pas que d'autres marchés, par exemple le marché boursier. Non, en immobilier, on peut également perdre de l'argent. Enfin, pourquoi il est important d'acheter au juste prix et acheter avec un bon emplacement. Par conséquent, aujourd'hui, certains n'ont pas envie de perdre de l'argent, ce qui est normal, donc ils n'ont pas envie tout simplement de baisser leur prix. Par contre, certains vendeurs seront dans l'obligation de baisser leur prix, notamment lorsqu'on va rentrer dans un cadre d'une succession, par exemple d'un divorce où il faudra aller vite, ainsi de suite. Donc il faut un petit mouvement, qu'un petit groupe commence vraiment à baisser le prix pour que derrière les prochains agents immobiliers ou les prochaines personnes qui vont justement comparer, vont faire une estimation, et vont se baser tout simplement sur la vente des personnes qui ont baissé leur prix. Donc ça va être un petit effet domino. Il faut juste que ça commence. Je pense que c'est une question de temps, qu'on verra ça au cours du temps. Après, on continue. Donc, Banque de France prévoit néanmoins, après avoir atteint son pic au T2, donc deuxième trimestre, l'inflation, donc IPCH. Donc, techniquement, en 2023, au-delà, on pourrait revenir autour de 2%, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, d'ici 2025. Donc, ça fait quand même un petit moment. Grosso modo, ça fait, on va dire, 2 ans. Allez, on va prendre des petites pincettes, 2 ans. Donc, pendant 2 ans, on va devoir attendre avant de revenir à ce taux qui serait techniquement de 2%. On verra ça au cours du temps. Je vous tiendrai informé si celui-ci diminue ou il augmente. En toute hypothèse, l'année pourrait se terminer aux alentours de 950 000 transactions. C'est ce qu'avait prédit la FNAIM. Je vous renvoie la vidéo de janvier 2023 où ils avaient justement prédit qu'on arrivera à 950 000 transactions. Ce qui signifie qu'on va grosso modo revenir sur un rythme d'avant 2018. Donc voilà, c'est pas non plus la fin du monde, c'est pas un krach boursier. On revient sur des niveaux qui datent un peu. Mais bon, c'est pas non plus un krach où on a perdu moins 30%. On revient quand même sur un marché qui redevient cohérent. Par contre, un marché qui va souffrir et qui souffre aujourd'hui, c'est le marché justement du neuf qui est dégradé. Pourquoi ? Différentes choses. Premièrement, la position des pouvoirs publics, notamment avec le dispositif Pinel qui va disparaître. Je rappelle, normalement, il y a toujours un petit dispositif pour l'investissement dans le neuf, donc en VFA. Aujourd'hui, il va disparaître. D'autant plus qu'aujourd'hui, le Pinel, chaque année, on voit que les taux aujourd'hui
diminue de plus en plus. L'avantage aujourd'hui pour investir avec un dispositif Pinel est de moins en moins intéressant. On a également aussi le coût de la construction, donc l'ICC, si vous regardez cet indice, il ne cesse d'augmenter, donc les marges sont moins importantes pour les promoteurs. Le marché du neuf, donc les chiffres clés. Donc si on peut voir dans l'ensemble, l'ensemble, encore une fois, on est dans le négatif. Logement autorisé, moins 1,2%, logement commencé, moins 6%. Individuel, on est tout juste à 0, on va arrondir à 0%. Logement commencé, individuel, boum, moins 4,1%. Mais dans le collectif, on atteint quand même moins 7,4% de logement commencé. Évidemment, pourquoi commencer au logement si on sait que derrière on va avoir des difficultés, notamment pour les acquéreurs, pour l'emprunt. Les taux d'intérêt également ont fortement augmenté. Le coût de la construction également tout a augmenté, donc c'est pas forcément aujourd'hui adéquat, notamment pour les promoteurs. Deuxièmement, le foncier est relativement rare et compliqué à avoir. On nous impose, entre guillemets, pour les promoteurs, on les impose à construire, notamment pour les logements sociaux, ce qui est une très bonne chose, mais malheureusement, ils ne peuvent pas répercuter leurs marges sur ces logements-là qui sont quasiment précoutants. Donc aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de facteurs qui sont, on va dire, contre le marché neuf. Alors, bien sûr, ça reviendra, mais on est dans une passe qui est, on va dire, assez délicate pour les promoteurs. Donc bon courage en tout cas. Par ailleurs, donc les données sur la commercialisation des logements neufs auprès des particuliers incluent désormais les logements neufs, rénovés et réhabilités. En effet, donc au premier trimestre 2023, nombre de réservations, moins 41,1% sur un an. Ce qui est quand même énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moins 41,1%. Mise en vente, quasiment moins 15%. En cours de logement, positif quand même, quasiment plus 20% sur un an. Annulation de réservation à la vente, moins 6%. On voit quand même on a de très fortes variations, ce qui est relativement importante. On verra ça au cours du temps, je vous tiendrai informé. On va également avoir les promoteurs qui vont aujourd'hui transmettre leurs résultats, que ce soit par exemple Nexity, Kaufman, de grands acteurs notamment dans la promotion immobilière. On verra ça au cours du temps, je vous tiendrai bien sûr informé. Allez, on continue avec le crédit. Donc bien sûr, les données viennent de la Banque de France. Résultat fin 2023. Donc c'est fin mai 2023. On n'est pas en juillet, encore une fois, c'est fin mai 2023. Il y a toujours un écart, c'est pas du jour pour jour. Voilà, on verra ça au cours du temps. Donc déjà, ce qu'on peut constater à droite avec le graphique, on a une très grande descente aujourd'hui jusqu'à aller en 2020, janvier 2020. Et là, hop, on a vraiment une montée qui est fulgurante, une croissance qui est exponentielle aux alentours de 3%. Aujourd'hui, grosso modo, on est à peu près allé à 3,8 entre 4 et 3,5 pour donner une grande fourchette, voilà, en juillet. Voilà, titre indicatif. Je mettrai quelques petits screens éventuellement de grands courtiers, meilleurtaux.com, ainsi de suite, pour que vous puissiez justement observer aujourd'hui quelques chiffres. Alors le recours aujourd'hui est quasi justement systématique, évidemment lorsqu'on va emprunter pour une résidence principale ou évidemment pour un investissement immobilier locatif, on va forcément emprunter. Évidemment, sauf certaines personnes qui ont un capital qui est assez important, ils vont tout simplement pouvoir acheter, on appelle ça sans condition suspensive. Alors oui, c'est possible lorsqu'on évidemment va vendre par exemple différents biens, on a un héritage, voilà. Ces personnes aujourd'hui ont une réelle plus-value face à différents acquéreurs, notamment qui doivent justement obtenir un financement. Ça devient de plus en plus compliqué. Toutefois, la production mensuelle de crédit à l'habitat, aujourd'hui en mai, donc on atteint environ 12 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, de nouveaux crédits à l'habitat hors renégociation, on est à 12,1, environ 12,2 en février et en mars. Et en avril, on est à 12,6, donc une petite augmentation. Donc la production de crédit se situe toujours à un niveau supérieur à ce qui prévalait avant la période, des taux exceptionnellement bas et de volume de production très élevé. Aujourd'hui, par contre, le taux de croissance annuel des encours de crédit à l'habitat ralentit, ce qui est évidemment logique. On était donc à plus 3,7 en mai 2023 et en avril, on était à plus 4,1%. On peut voir quand même une décélération qui est assez importante. Évidemment, on est quand même aujourd'hui supérieur à nos voisins européens. Voilà. Comme d'habitude, on compare un peu à nos voisins européens. Après, il ne faut pas oublier qu'on était quand même dans une période qui était assez exceptionnelle, des crédits relativement bas. Forcément, ça n'avait pas duré. Allez, maintenant, on va passer justement au taux effectif au sens étroit, donc le TESE, c'est-à-dire tout simplement c'est-à-dire hors frais et hors assurance. En général, donc je vous dis, en mai, on était environ à 3,8% pour les nouveaux crédits, donc hors renégociation. Grosso modo, aujourd'hui, on a encore augmenté. Je vous ai dit, on est entre grande fourchette, évidemment, pour les plus pointillus. On est entre 4 et 3,5, grosso modo.
mais on est toujours en retrait par rapport au taux moyen pratiqué dans les autres grands pays de la zone euro. Est-ce que après c'est bien de se comparer? Moi je trouve qu'on ne peut pas comparer un marché immobilier avec d'autres pays voisins, c'est relativement, pour moi c'est un peu absurde, hein, mais bon voilà, en zone euro on a des secteurs qui sont différents, l'immobilier, le droit, le juridique, la fiscalité, tout est différent. Bon, si on compare aujourd'hui les taux moyens, je pense que c'est pour un peu relativiser la montée des taux. Les étrangers non résidents sur le marché immobilier français. Donc évidemment, petit retour des acquéreurs étrangers non résidents en 2022. Donc je l'ai mentionné, c'est juillet 2023, mais bon, il y avait une petite page bonus entre guillemets, donc on continue, on va jusqu'au bout. Ça vous fera un peu de culture G dans l'immobilier. Donc après avoir atteint son plus haut donc en 2015 avec 2% justement de la partie de transactions, justement des acquéreurs non résidents en France. Hein. Donc 2015, vous pouvez checker, c'est surtout les Britanniques, bon, on verra ça par la suite, vous inquiétez pas. Donc c'était vraiment le plus haut qui arrivait en 2015. Aujourd'hui, après, c'est une forte diminution qui est arrivée jusqu'en 2000. En revanche, cette petite année 2022 marque le retour des acquéreurs étrangers, avec 1,8% des transactions sur le logement ancien. Ce constat se confirme également sur le premier trimestre 2023, avec une proportion équivalente. Et oui, ainsi d'un côté, on ne peut pas se faire financer via les banques parce que les taux d'intérêt augmentent. Évidemment, il y a des étrangers avec des hauts revenus qui placent leur argent. Donc voici la carte, hein, tout simplement une petite carte qui justement illustre aujourd'hui où investissent les acquéreurs étrangers. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça, donc n'hésitez pas à mentionner en commentaire si vous aussi vous pensez à ces résultats. Moi, ça m'étonne un peu, mais bon, écoutez, allons-y. Le top one, hein, si je puis me permettre, ça va être la Creuse avec 8%. Aujourd'hui, les acquéreurs étrangers investissent à 8% en Creuse. Alpes-Maritimes 7%, Ardennes 7%, Dordogne 6%. Après voilà, je sais très bien que ce petit spot, il y a eu beaucoup d'anglais, mais avec le Brexit, bon, il y a eu quand même une forte diminution, on verra ça par la suite, mais je ne pensais pas que c'était vraiment la zone entre guillemets privilégiée aujourd'hui par les investisseurs étrangers. Donc cette hausse se ressent également sur le territoire, mais elle est d'autant plus importante, donc évidemment Provence-Alpes-Côte d'Azur, où la part des acquéreurs étrangers non résidents passe à 3% en 2021, à 3,8% en 2022. Bon, il y a toujours des zones, entre guillemets, là je comprends davantage hein, vis-à-vis du cadre de vie. Hein. On est sur une station balnéaire. Je n'oublie pas, j'ai également fait une vidéo sur les stations balnéaires avec tous les chiffres qui vous expliquent qu'aujourd'hui les stations balnéaires superforment le marché classique hein, de l'immobilier en France. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo en haut à droite. Il y a une prochaine vidéo, on va dire le tome 2, hein, le deuxième épisode, qui va sortir par la suite. Comme je le mentionnais, la Creuse, hein, généralement on critique un peu la Creuse, c'est un peu perdu, l'immobilier pas cher, mais en tout cas là aujourd'hui, c'est la première place, avec 8% des transactions au sein du département. En revanche, aujourd'hui, elle a quand même fortement diminué. On est passé entre 2019 et 2021, donc de 11 à 7%. En revanche, les Ardennes, hop, ça augmente. Donc on est passé de 4% à 7% en 2022. Et maintenant, on va parler évidemment de l'Île-de-France. Donc la part des acquéreurs étrangers non résidents ont atteint un certain plus haut avec justement au cours des 10 dernières années, avec 1,2% en 2022 et 1,6% au premier trimestre 2023. En revanche, ils sont néanmoins peu représentés en dehors de la capitale. Après avoir oscillé aujourd'hui entre 2,3% entre 2019 et 2021, aujourd'hui, notamment les acquéreurs étrangers non résidents à Paris ont atteint, on va dire, un record hein, sur les 10 dernières années avec 3,4%, soit 1,2 points sur un an, ce qui est non négligeable. Donc c'est bien également pour les transactionnaires voilà, de développer. On est surtout généralement sur des biens on va dire, un peu luxueux, hein, généralement, je dis bien généralement avec de grosses pincettes. On est plutôt sur des biens immobiliers avec des prix assez importants. Je conseille en tout cas à tous les conseillers agents immobiliers, j'ai déjà fait des vidéos sur les différences, etc., de développer également une petite langue, au moins l'anglais, hein, ça vous donne quand même aujourd'hui une certaine plus-value, d'autant plus que le marché va être compliqué. Donc n'hésitez pas également voilà, de tisser un réseau avec des étrangers qui généralement payent comptant, c'est-à-dire sans conditions suspensives. Donc l'évolution hein, de la part des 5 nationalités les plus représentées parmi les acquéreurs étrangers en 2022. 2023, évidemment, c'est pas encore sorti, il y a toujours un décalage. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'on peut constater? Évidemment, il y a les Britanniques qui sortent du lot. On a quand même une forte diminution, excusez-moi, depuis de nombreuses années, au moins depuis 2014-15, allez, ça a bien entamé une jolie descente. On a eu le Brexit, qui a fortement diminué la chose. Et aujourd'hui, on est en dessous de 20% pour les Britanniques. Et aujourd'hui, la première place, c'est les Belges. Donc, bienvenue les Belges, hein, bienvenue pour investir en France, super idée. Et après, à la fin, on a justement donc trois autres nationalités qui se suivent, hein, plus ou moins. Voilà, hein, il y a des hauts, il y a des bas. Ça va être évidemment donc en première place donc les Allemands, les Néerlandais, et évidemment les Suisses pour finir. Même si c'est un fort pouvoir d'achat, on va être plutôt aujourd'hui vers Aix-les-Bains, Annecy. On a pas mal de Suisses qui achètent justement la proximité de leurs frontières.